Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme vous le savez, chaque lundi, on va faire le tour de l'Europe avec Amadou Major Diallo. Bienvenue Amadou. Bonjour et bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Le sommaire, c'est avec vous. Ben effectivement, ce numéro va être très intéressant cet après-midi. Nous commencerons ce nouveau numéro de Tour d'Europe par l'Espagne avec déjà ce classico dont beaucoup de personnes attendaient. Nous parlerons aussi de la surprise du championnat. Il s'agit de cette formation de Girona qui a quand même créé la différence, on peut le dire ainsi, de cette saison hallucinante. Qui pourront-ils encore garder le rythme? C'est la question qu'on se pose avec ce club qui nous a impressionnés dès lors l'entame de ce championnat. La question qu'on se pose est cette formation va essayer de maintenir son rythme jusqu'à la fin de ce championnat. Et puis nous irons en Angleterre avec Alan monstrueux avec Manchester City face à cette formation de Man United dans cette stade de Old Trafford. Donc Liverpool retrouve le podium aussi. C'est aussi très intéressant avec cette formation de Red Devils actuellement qui est premier au niveau du classement provisoire en Ligue 1, on peut le dire ainsi, c'est en Angleterre. Donc la France aussi sera de la partie avec le championnat français. Pourquoi pas de cette rencontre qui était tant attendue entre l'Olympique lyonnais et cette formation de l'Olympique de Marseille. Cette rencontre a été complètement rejetée. Il y avait assez d'incidents lors de cette rencontre. Les détails, c'est dans un instant. Le Paris Saint-Germain lui retrouve ses sensations. Pour finir, nous allons faire le tour de l'Allemagne avec le Bayern de Munich face à cette formation de Bayer Leverkusen qui répond coup par coup. C'est parti pour Tour d'Europe juste après ce générique. De retour sur ce plateau pour un nouveau numéro sensationnel avec bien sûr mes chroniqueurs. Jean, bonsoir et bienvenue. J'oublie pas le bonsoir cette fois-ci parce que par là je l'avais oublié. Pas seulement le bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être à nouveau encore sur ce plateau et bonsoir également à mon Koya natal. De passage notre fidèle téléspectateur à cette émission parce qu'il ne manque pas, il manque pas du côté du centre de formation et d'alphabétisation ici à Couture. Notre ami et qui est très ami à Hassan Diallo, mais qui ne le connaît pas physiquement. Lui, c'est Gane Kaba Traoré, le directeur général. Alors, de l'autre côté, on a Amadou Major Diallo. J'ai oublié de vous dire bonsoir tout à l'heure. Bonsoir. Ouais, bonsoir et bonsoir à ces fidèles téléspectateurs qui sont tout le temps avec nous. Mon co-animateur pour cette émission, bien habillé, qui a été victime de piratage. Vraiment, nous sommes désolés. Visage froissé, mais les aléas de la vie. Ça, c'est les aléas des réseaux sociaux plutôt. Effectivement, on est... vous savez, en matière de foot, je suis quand même suivi avec des publications. Je suis passionné de faire des publications sportives. Voilà, ce qui me taraude l'esprit, je suis quand même choqué, même en voyant ma figure, tu sens que je suis stressé. Mais je vais essayer de revenir avec abnégation et assez de force pour alimenter mes pages sportives. Voilà, pour beaucoup servir ceux qui aiment le sport. On va revenir avec d'autres façons, d'autres manières de faire pour rendre la chose encore plus professionnelle. On a notre consultant en Allemagne, Diogo, il est avec nous. Bonsoir Diogo et bienvenue. Bonsoir Hassan, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui sont à l'équipe de cette émission sportive. Merci, vous êtes avec nous. On va continuer ce tour d'Europe, bien sûr, avec l'actualité de la semaine passée. Sensation du Real Madrid depuis le début de la saison. Jude Bellingham a marqué un but ahurissant lors du Classico contre le Barça samedi, Amadou. Eh bien oui, effectivement, Hassan Diallo mené dès la 6e minute du Classico après l'ouverture du score par Dikey Gundogan en faveur de cette formation des Blaugrana. C'était ce samedi après-midi au stade olympique de Montjuic. Donc le Real de Madrid a égalisé en milieu de seconde partie par l'inévitable Jude Bellingham à la 68e minute. Il faut essayer de le reconnaître, le milieu anglais a fait très fort en envoyant un missile de 25 mètres pour surprendre le gardien André ter Stegen. Cette fois-ci encore le joueur recruté à Dortmund en est déjà à 9 réalisations en 10 matchs de championnat et a également marqué à 3 reprises. Cette fois-ci encore, il faut essayer de le reconnaître en Ligue des Champions. Il est quand même incontestable, ce garçon.
Le Barça a pourtant ouvert le score d'entrée au stade olympique de Montjuïc pour Ike Gundogan à la 6e minute. Et les hommes de Xavi ont eu plusieurs opportunités de faire le break, trouvant les montants à 2 reprises. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette première période? Je pense que nous avons assisté à un classique aussi qui a attiré l'attention de ce championnat de fond en comble, parce que nous avons vu une première explication assez aisée, une première explication qui était à la possession du FC Barcelone, mais qui n'a pas su profiter également de ses quarts d'heure de jeu, qui n'a pas su profiter de ses velléités offensives, et que par finir, le Real a pu se repositionner pendant les 15 minutes de pause. Parce que si vous avez un tout petit peu compris, la sélection ou le classement du FC Barcelone était sur une étendue du terrain qui apparemment qui ne trouvait pas un rond central trop vif plutôt, qui pourrait aussi être aussi profitable à la ligne d'attaque, et que vous avez senti les déchets techniques qui n'a pas été aussi profitable, parce que il fallait corriger de longue haleine ces animations offensives qui partaient, mais le FC Barcelone était en retard, et très en retard par rapport à ses derniers gestes. Et ce qu'on a compris, ça n'a pas été comme très attendu par les supporters de Catalans. Et puis derrière, la première explication a été... En tout cas, le Barça a réussi à marquer Amadou très rapidement par Gundogan, qui a dominé ce match-là en première période, qui a réussi à se faire beaucoup d'occasions, mais qui n'a pas pu marquer le deuxième but. Ben oui, c'est toujours comme ça. Vous savez, si vous m'avez remarqué lors de mes interventions dans cette émission, le Barça et le Real de Madrid n'ont pas les mêmes situations actuellement. Si vous avez vu l'ossature de cette formation des Merengues, il y a des joueurs quand même clés qui sont restés dans le club, comme tu prends des joueurs comme Rodrigo, Camavinga et tant d'autres. Même si au début tout le monde se lamentait, on s'est posé pas mal de questions avec le départ de Karim Benzema. On s'est dit, mais est-ce que le Real quand même va être capable de retrouver ses repères? Mais les gens ont oublié, ils ont 4 ou 5 joueurs qui ont joué 2 ou 3 ou 4 saisons ensemble. Donc il y avait une question d'adaptation. On a senti même dans le jeu, il y a une question de cohésion entre les joueurs, surtout au niveau de la défense. Parce que si vous avez remarqué, quand le Barça arrivait à mener des contre-attaques, à conserver le ballon, il ne se jetait pas. Il y avait une communication parfaite qui était purement psychologique dans le terrain. On a senti une équipe du Real de Madrid qui est déjà en place, qui est déjà bâtie, qui est déjà fondée, avec une intégration de ce garçon Bellingham qui s'est rapidement intégré dans le système de jeu de l'entraîneur. Maintenant, comparativement à cette formation des Blaugrana, il y a trop d'individualité, on conserve le ballon, on a envie de montrer un Barça qu'on voyait lorsqu'il y avait Ronaldinho. Conserver le ballon, jouer sur le temps et sur l'espace. Mais actuellement, ils n'ont pas ces potentialités. Ils n'ont pas des joueurs aujourd'hui qui sont en pleine confiance. Ils ont des joueurs qui ont envie de se remettre en confiance. Ils ont des joueurs qui sont en cours d'adaptation. Ce n'est pas la même situation. On a senti quand même dans la philosophie de jeu de ces deux formations, il y avait une large différence en matière de constance, en matière d'adaptation. Vous-même venez de le retirer. Au niveau des derniers gestes, on a vu le Barça qui était complètement passé à côté. Il n'y avait pas d'automatisme. Ouais. Vous imaginez le Barça à un certain moment, dès que Ronaldinho a le ballon, Samuel Eto'o psychologiquement, il est conscient là, il doit attendre le ballon. C'est comme à un certain moment le Real, si, comment dirais-je, Marcelo avait le ballon, il ne se posait pas assez de soucis. Directement, il donnait à Cristiano Ronaldo qui te crée la différence. Aujourd'hui, dans ce club du Real de Madrid, ils ont ça. Bellingham, dès qu'il a le ballon avec Rodrigo, les automatismes ont vite marché. L'entraîneur a su quand même mettre un système en place offensivement. S'ils arrivent à partir en contre-attaque, ils savent où attendre le ballon et qu'est-ce qu'il faut faire. Et quant à cette formation des Blaugrana, une équipe qui est en phase de reconstruction, aujourd'hui on te parle de Lamine Yamal, demain on te parle de tel joueur, on ne sait pas réellement qui est le véritable leader dans cette formation. Gundogan a marqué ce but Amadou en première période. Oui. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit dans la tête que le Real est parti pour encaisser assez de buts dans ce classico-là? Non, pas forcément. Moi j'ai vu le Barça aujourd'hui qui joue en quart d'heure. Le Barça n'arrive pas à maîtriser son adversaire pendant les 90 minutes. Quand je parle de maîtrise, c'est de marquer et de conserver. Ils n'ont pas enchaîné 4 ou 3 matchs sans avoir encaissé de but. Lorsque le Barça, le début, lorsqu'il traversait ces crises, ils ont tout le temps entamé les matchs. Ils marquent, ils dominent, mais vers la fin, on les rattrape. Pour preuve, on les a vus en Ligue des Champions contre Shakhtar Donetsk. Ils ont très bien commencé le match. Ils ont marqué 2-0. Après quelques minutes, on a vu la réaction de l'équipe adverse. C'était la réduction du score. Mais vers la fin, il y avait une forte pression. Vous imaginez, à Nou Camp, Barça te marque 2 buts.
on est à quelques minutes de rattraper le Barça et le Barça se panique. C'est ce qui montre que le Barça actuellement, c'est pas... Même si le Camp Nou est par rénovation, il joue... comment dire, au stade de l'autre côté. Mais en tout cas, c'est le Barça qui recevait. Il joue à domicile. On va filer en Allemagne rapidement. On va aller voir Diogo. Diogo, vous êtes là, j'espère, avec nous. Le Barça a marqué en première période. Le Barça a dominé en première période. Mais le Barça n'a pas pu inscrire le but du break. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, on a suivi une formation du Barça qui a été inefficace parce qu'ils ont eu quand même une première période très bien faite, disons. Je pense que l'inexpérience a vraiment joué sur cette équipe de Barça. Ils n'ont pas été, n'est-ce pas, efficaces face à ces différentes occasions parce qu'il fallait profiter en première période pour mettre, n'est-ce pas, des buts exceptionnels parce que quand ils jouent face, n'est-ce pas, à une équipe du Real Madrid qui, n'est-ce pas, des joueurs qui sont exceptionnels et qui peuvent vraiment faire la différence, je pense qu'il ne faut vraiment pas essayer de jouer avec ces différentes occasions. Mais on a vu une équipe du Barça avec des jeunes garçons, notamment, qui ont quand même fait pas mal de choses, qui ont apporté beaucoup de techniques, beaucoup de lucidité. Mais en fin de compte, je pense qu'en matière de football, c'est la finalité qui compte. Donc, je pense que Xavi a beaucoup plus, n'est-ce pas, de problèmes aujourd'hui au sein de cette équipe du Barça. Il faut vraiment que ces jeunes joueurs acceptent, n'est-ce pas, de concrétiser ces différentes occasions. Mais disons que si on essaie vraiment de faire une évaluation, on a vu une équipe du Barça qui a très bien débuté, qui a très bien joué lors de la première période, mais en deuxième période, on a vu, c'est l'expérience qui a permis à cette équipe, n'est-ce pas, du Real Madrid de prendre de la hauteur, de la grandeur et surtout, n'est-ce pas, de prendre le dessus de cette rencontre. Parce que surtout, on a vu un garçon qui est vraiment exceptionnel. Regardez cette frappe, il lève sa tête. On en reviendra dans la deuxième partie. On va juste nous intéresser d'abord sur cette première période. Est-ce que le Barça pouvait faire mieux en inscrivant un deuxième but peut-être parce qu'ils ont dominé ce match-là? On attendait le Barça à haut niveau parce qu'il recevait aussi le Real Madrid, même si ce n'est pas au Camp Nou, Diogo. Bon, écoutez, le Barça pouvait vraiment concrétiser. Je pense qu'ils ont eu des occasions nécessaires pour pouvoir vraiment s'imposer dans cette rencontre. Ils n'ont pas pu vraiment, n'est-ce pas, apporter de la précision. Dans les zones de vérité, Hassan, il faut vraiment concrétiser, mais on a vu une équipe du Barça qui n'a pas vraiment assez d'expérience. Pour moi, je vais analyser, n'est-ce pas, de la sorte cette première période. Je pense qu'il fallait profiter, ils n'ont pas pu le faire. Et en deuxième période, on a vu la réaction, n'est-ce pas, nécessaire de la part de cette formation du Real Madrid, notamment Bellingham, qui a fait vraiment très mal, qui a vraiment effectué une frappe exceptionnelle, n'est-ce pas, et qui a permis, n'est-ce pas, à son équipe de remporter cette rencontre. Mais disons, en ce qui concerne le Barça, je pense qu'il faut encore essayer toujours de retravailler. Il va de soi que Xavi essaye, n'est-ce pas, de parler à ses joueurs, de communiquer, n'est-ce pas, avec ces jeunes garçons. Je pense qu'il ne s'agit pas de faire de la domination. La finalité dans une rencontre, dans un match de football, je pense que c'est d'avoir les 3 points, c'est de marquer des buts, c'est de concrétiser les occasions. Et avec ce Barça-là, je pense que cette année encore, il faut vraiment avoir beaucoup d'inquiétudes. Monsieur, le Barça gagne en première période, mais ça, c'était avant le doublé du phénoménal milieu anglais des merengues, de quoi affoler toujours plus le monde du football. Bellingham a d'abord égalisé après leur jeu des missiles de 25 mètres qui a surpris Marc-André Ter Stegen, 68e minute, époufflant pour le jeune joueur. Nous arrivons à la 92e minute, nous allons en parler pour ce deuxième but victoire, du synonyme de la victoire du Real Madrid. Mais on va s'intéresser à cette frappe exceptionnelle de Jude Bellingham alors que le Real était dominé. Le Real est sorti de nulle part et a marqué encore avec ce jeune-là qui vient de signer au Real Madrid. Exceptionnel ce qui réussit. Oui, c'était une prouesse bien méritée. Vous savez, bien avant qu'il rentre à la pause, vous avez senti dès la motivation, dès la fin de cette première explication. Les jeunes du Real Madrid étaient très pressés pour retrouver, pour tirer à boulet rouge ce qui n'a pas marché, faire le bilan de cette première explication parce qu'ils ont pris un but face à une défense qui était un tout petit peu en retard face à la ligne d'attaque du FC Barcelone. Et dès qu'ils se sont retrouvés à la pause, ils ont très vite corrigé. Et au retour, on a vu l'efficacité de ce jeune au rond central derrière, l'animation qui tournait. Et puis Bellingham, parce que c'est le véritable phénomène, le serial buteur de ce club actuellement, des merengues,
qui a pris ses responsabilités, qui a essayé de donner le but d'égalisateur pour dire que là, il est temps de punir parce que face à Ter Stegen, à quelques mètres de sa surface de réparation, il est époustouflant. On se dit même, est-ce qu'il ne se multiplie pas dans les goals? Alors, il faut passer par les lucarnes, il faut passer par des tirs limpides pour essayer de l'étaler de tout son long. Mais voilà, qui finit par être sanctionné par un but. Mais quel but magnifique. Ouais. Bellingham, une frappe exceptionnelle, surpuissante, qui trompe Ter Stegen. Il n'y avait rien à dire, ce but-là. Il est magnifique, Amadou. Qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Est-ce que c'est Ancelotti qui a changé la tactique, qui a permis à ces jeunes joueurs-là de revenir? Ou c'est le sursaut d'orgueil même de ces jeunes joueurs-là? Non, actuellement, tout le jeu de cette formation des Merengues se repose sur Bellingham. Pardon, ceux qui n'ont pas compris, Bellingham, il est là en tant que milieu de terrain, mais en même temps attaquant. On se pose même la question, quelle est la position de ce joueur? C'est un électron libre. En matière de récupération, il assiste. Dès que tu franchis la ligne médiane, tu vas en Bellingham. Il est présent partout parce qu'il a un bon profil physique. En matière de récupération, il est très constant. Maintenant, offensivement, quand il a le ballon, il est en pleine confiance. En Espagne, il y a assez d'espace. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses espaces, il progresse. Et quand tu vois qu'il y a assez de fluidité, il a frappé le ballon à distance. Il a compris, en Espagne, quand tu frappes bien le ballon à distance, tu es licite, tu es capable de marquer assez de buts. Vous savez, avec le Barça, ce n'est pas facile de percer cette défense. Quand tu te dis de conserver le ballon, jouer comme le Barça, percer cette défense tactiquement et techniquement, ils vont te créer des sérieux problèmes. Alors, la meilleure solution, dès que Bellingham a le ballon, il a compris que tout le monde a reculé et il a vu qu'il y a assez d'espace, il a tenté sa chance. On sait qu'il a des gabarits physiques et il est capable encore de préciser ses frappes. C'est un joueur quand même, il a des énormes qualités. Moi, je vous ai tout le temps dit, c'est un garçon, il va partir très très loin, il est en pleine confiance. L'entraîneur a compris, même si au niveau de la ligne offensive, il n'a pas des garçons comme Karim Benzema, mais il a un bon milieu de terrain qui est capable de marquer. Pourquoi ne pas s'investir sur lui? J'ai tout le temps réitéré là-dessus. Aujourd'hui, le football moderne n'a pas besoin seulement d'un attaquant qui est capable de marquer. On a vu des bons milieux de terrain qui ont été des buteurs. Quand je prends sur l'exemple sur Augustin Diédié-Okocha, qui a été un bon milieu de terrain buteur. Je prends l'exemple sur Yaya Touré, qui ont été des milieux de terrain, mais en même temps buteurs. Aujourd'hui, quand il y a un joueur qui est capable de marquer, qui est en pleine confiance, il peut être leader dans un club et prendre ses responsabilités. Ronaldinho n'était pas un attaquant de pointe, il était un milieu de terrain, presque un meneur de jeu, mais en ce moment, c'était lui le leader. Aussi, c'est pas un attaquant de pointe. Aujourd'hui, c'est le meilleur de l'histoire du football. Il ne faut pas se voiler la face. C'est l'attaquant de pointe, même si, à un certain moment, le jeu de cette formation de Real de Madrid s'est reposé sur Benzema. Mais avec un entraîneur mature, quand il y a un autre joueur, tu lui remets en confiance, tu changes de poste, mais tout en imposant les mêmes rythmes. C'est ça, l'entraîneur l'a remis en confiance, donc, comme c'est qu'on vient de dire. Pendant la pause, ben voilà, il avait à face avec une défense qui n'est pas constante, qui n'est pas rassurante, une défense même qui n'a pas de schéma tactique constant, qui est capable de repousser des grands attaquants comme ça, une équipe qui est en phase de reconstruction. Mais voilà, il a tenté sa chance, il nous a montré que franchement, il va partir très loin, ce garçon. Il a puni le Barça. Moi, je me dis c'est une victoire logique et ce garçon, il a mérité. Alors, Diogo, on va parler de Jude Bellingham parce qu'il faut le faire. Ce but est exceptionnel, ce but magique, ce but monstrueux, on le dit comme ça, qui a titré Marca et pourquoi pas l'équipe qui ont dit que ces deux buts, ce but-là d'abord, c'est un but exceptionnel. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que l'Allemagne pense de ce but-là avant de parler du deuxième but de Bellingham? Écoutez, Hassan, je pense que ce garçon, depuis le début de la saison, il fait parler de lui. Bellingham, il a marqué beaucoup de buts et il aide vraiment son équipe à aller de l'avant. Je pense que c'est déjà bien pour ce garçon parce qu'à un moment donné, il était dans d'autres clubs, on n'avait vraiment pas confiance en lui. Il est actuellement en pleine confiance. Je pense que ça nous permet, en tant qu'analyste sportif, n'est-ce pas, de nous régaler, de suivre ces garçons-là. Parce qu'on a suivi quand même en deuxième période. Il était en pleine confiance, il a levé sa tête et voilà, face à une défense du Barça qui n'était pas du tout très très vigilante. On a vu, il a vraiment essayé. Et voilà, ça a permis à son équipe de revenir sur le score. Alors, pourquoi pas, c'est avec son deuxième but qui a permis, n'est-ce pas, à cette formation du Real Madrid de prendre le dessus de cette rencontre, d'avoir les 3 points et être à la tête, n'est-ce pas, de ce championnat. Mais disons que je pense que si on revient particulièrement ou spécifiquement sur ce garçon Bellingham, il fait beaucoup de choses. C'est un joueur qui est très très technique. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui aura, je pense, bien un parcours assez remarquable. Mais on va essayer de suivre, n'est-ce pas, ce garçon en fonction de l'évolution de ce championnat parce qu'il faut le noter, Hassan, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est le début de la saison.
Je pense bien, on a vu en Sékou Guirassy qui a très très bien débuté. C'est ce que je disais la semaine passée. Je pense qu'on va essayer de suivre ces joueurs-là. Et nous espérons aussi qu'ils vont continuer dans ce sens, pourquoi pas, pour nous faire régaler. Amadou, vous disiez que la défense du Barça très difficile à perforer, mais le Real a réussi quand même à marquer un deuxième but en perforant justement cette défense. Nous arrivons, comme je le disais, à la 92e minute. Et qui d'autre que lui pour donner la victoire au Real Madrid dans le temps additionnel de la partie sur un centre de Dani Carvajal, dévié par Luka Modric, le prodige de 20 ans, recruté à Dortmund, a fait gagner son équipe en terre catalane, 92e minute. Ces statistiques sont exceptionnelles, Amadou, avec désormais 10 buts au compteur en championnat, en plus de 3 réalisations en Ligue des Champions. On va parler du deuxième but et on va parler de ce monsieur parce que ce qu'il est en train de réussir est quasiment phénoménal. Oui, actuellement, c'est le meilleur buteur provisoire du championnat espagnol. Il est à 4 buts du meilleur buteur européen. Il s'agit de Sékou Guirassy. Donc, en tant que jeune joueur, ça se donne. En tant que milieu de terrain, il n'était pas venu dans cette formation pour s'imposer. Il n'était pas venu dans cette formation des Merengues pour être leader. En ce moment, nous, on avait pensé qu'après le départ de Karim Benzema, on allait voir des joueurs comme Camavinga ou bien le joueur brésilien Vinicius ou Rodrigo qui allait prendre ses responsabilités parce que le début, on a vu Rodrigo quand même qui était parti franchement en puissance. Mais tout dernièrement, on a vu ce garçon, il s'est remis en confiance. Il jouait sans pression, sans assez de calcul. Il était à l'aise, physiquement, il est prêt. Il a compris que franchement, il peut impacter pas mal de choses dans ce championnat espagnol. Directement s'imposer, peut-être attendre la deuxième saison, rentrer peut-être quelques minutes avec Toni Kroos, pourquoi pas Valverde, Modric. Ouais, il pouvait quand même, il a compris. Vous savez, le système de jeu en Espagne, avec le profil de ce garçon, il peut quand même se mouvoir. Physiquement, il est prêt, il a un volume de jeu comparativement au championnat espagnol où il faut calmer le ballon, où il faut conserver, où il faut faire assez de calculs pour donner une passe. Et bien lui, dès qu'il a le ballon, rapidement, il passe à la vitesse supérieure, il progresse, il crée la différence. Moi, je me dis, ce garçon, il n'était pas venu en tant que leader. Aujourd'hui, il a 10 buts au compteur. C'est le meilleur buteur du championnat espagnol provisoirement. Et il faut essayer de le reconnaître. Il va partir très, très haut et pourquoi pas concurrencer les meilleurs attaquants en Europe, des attaquants comme Sékou Guirassy avec le Nigérien qui évolue dans le championnat allemand aussi, qui est en train de monter en puissance. Et pourquoi pas concurrencer les Lewandowski. Moi, je me dis, c'est un garçon à suivre de près. Il va partir très loin. Il n'aura pas assez de soucis parce qu'aujourd'hui, il est dans une équipe qui avait forcément besoin d'un serial buteur. En tant que milieu de terrain, c'est à Ancelotti de maintenir le cap, savoir comment utiliser le jeune pour ne pas l'user parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, il y a beaucoup de compétitions à négocier et être bien entouré, c'est extrêmement important. S'il n'est pas bien entouré, ça va être très difficile parce qu'il ne peut pas être au four et au moulin. Il risque de s'épuiser comparativement à Karim Benzema, lui qui était très bien entouré au niveau des côtés. Derrière lui, il a des garçons comme Luka Modric. Donc c'est le bon moment pour qu'il arrive à construire quelque chose autour de ce joueur. Ou bien lui, il joue pour tout le monde et tout le monde va essayer de jouer pour lui. Moi, je pense qu'il va essayer de créer la différence. Attention aux autres attaquants. Il a 10 buts au compteur. Ce n'est pas fortuit, il est bien. Ah, c'est un attaquant dont on est en train de parler. Ce n'est plus un milieu de terrain. Vous avez toujours cru passer en ce jeune joueur-là. Ouais. Tout à fait, ça doit impressionner parce que voir un milieu de terrain en train de propulser de cette manière, et puis la plus belle, il mérite d'ailleurs tous les jugements d'appréciation. Parce que de l'autre côté, il est venu en tant que milieu de terrain et regardez, il est en train de faire double rôle. Major vient de le dire, il devient l'électron libre également de cette formation parce que il était question dans l'agenda de cette formation des Merengues de trouver un numéro 9 qui pourra vraiment relever le défi après le départ de Karim Benzema. Mais si Bellingham aujourd'hui fait oublier cette institution merengue que nous connaissons, qui avait vraiment la lourde charge de trouver un numéro 9, et que ce jeune il est en train de faire quelque chose que tout le monde attendait dans ce club, je pense que c'est énorme. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il a fait qui doit aussi impressionner les gens? Le Barça a été toujours invaincu durant ces 10 dernières journées. Seul Bellingham a pu, comme vous l'avez bien choisi, cette thématique, il a vraiment réussi à éteindre cette lumière du Barça. Du Barça. Seul Bellingham a pu le faire.
durant ces 10 dernières journées qui ont été disputées dans ce championnat à la Liga. Je pense que c'est un joueur qui doit craindre, qui doit être plutôt qui doit avoir par le Barça et les autres équipes. Les autres équipes, bien entendu, parce qu'il a des qualités exceptionnelles, il est véloce, il est intelligent, surtout sa position derrière le rideau, parce que il vient comme en position 10. On dit souvent dans les centres que toujours le numéro 10, c'est le demi-neuf. Il est en train de l'assurer. C'est l'intelligence qu'il est en train de le pousser il est en train de toucher le plafond vert de la ligne d'attaque et puis il est en train de réaliser ces occasions. Alors Diogo, on va aller avec vous. Vous êtes en Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui, Jude Bellingham manque aux Allemands? Est-ce qu'aujourd'hui, le Bayern, par exemple, ne regrette pas d'avoir laissé Jude Bellingham aller signer très très loin en Espagne parce que ça va devenir un concurrent très rude en Europe? Moi, je pense que Hassan, c'est le regret total dans cette équipe du Bayern de Munich parce qu'aujourd'hui, on retrouve un garçon très confiant, un garçon très technique, exceptionnel, qui permet notamment à cette équipe du Real d'aller de l'avant, de prendre pas mal de victoires. Je pense que déjà, c'est le regret. Maintenant, si on revient sur cette rencontre, n'est-ce pas, sur ce classico, parce qu'il fallait, n'est-ce pas, s'attendre. Le Real, déjà, dès le départ, avait l'avantage parce que si vous avez à la tête d'une formation un entraîneur comme Ancelotti qui a une longue période, une longue d'expérience de Ligue des Champions, je pense que déjà c'est un avantage. Maintenant, si on revient sur, n'est-ce pas, les différentes rencontres de la première période jusqu'à la fin, je pense qu'on a vu une première période, n'est-ce pas, dominée par le Barça qui n'a pas pu concrétiser. Et à retour, on a vu une équipe de Real Madrid qui a eu peu d'occasions, mais ils ont essayé de concrétiser. Ce qui veut dire aujourd'hui que le Barça, n'est-ce pas, doit essayer de retravailler et que le Real Madrid doit continuer. Je pense que dans ce sens, et surtout ce jeune garçon Bellingham, il a fait des choses exceptionnelles, des occasions, 2 buts. Je pense que c'est énorme pour ce garçon. Et j'espère qu'il va essayer, n'est-ce pas, de continuer et qu'Ancelotti pourra, n'est-ce pas, permettre à ces joueurs-là de continuer toujours d'avoir confiance en lui, de permettre à cette équipe du Real Madrid de s'imposer. Et à nous, en tant qu'analystes sportifs, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de nous régaler, de suivre, n'est-ce pas, ces différentes rencontres de cette équipe du Real Madrid. En tout cas, moi, malgré que je suis du FC Barcelone, il faut le dire à Hassan, moi je pense que je tire sa peau à ce club du Real Madrid, n'est-ce pas, qui livre beaucoup de rencontres qui sont exceptionnelles et qui a vraiment gagné ce classico-là. Et je pense que c'est vraiment mérité. Amadou, justement, parlons de l'équipe madrilène parce qu'ils ont créé beaucoup de sensations autour de ce classico la semaine passée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe peut rivaliser contre les gros en Europe quand on regarde ce match-là, ce classico? Oui, effectivement, sans quand même tergiverser là-dessus, ils sont capables de rivaliser les grands en Europe. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas eu de 5 ou 6 départs dans ce club, c'est peut-être juste quelques joueurs qui ont quitté, mais ils ont quand même les joueurs phares au niveau du milieu de terrain qui méritaient d'être renforcés. Le milieu de terrain avait besoin de la jeunesse, ils en ont eu, parce que quand tu vois les Luka Modric et Toni Kroos aujourd'hui n'ont pas assez de volume de jeu en matière de récupération, mais quand ils ont le ballon, ils peuvent quand même imposer leur qualité d'expérience. Aujourd'hui, au milieu de terrain, ils ont un jeune, voilà, physiquement il est prêt, tout frais, c'est la jeunesse, il a un volume de jeu, c'est ce qui leur manquait au niveau du milieu de terrain. Quelqu'un qui va stabiliser le milieu. Aujourd'hui, le football moderne, c'est la plaque tournante du football moderne. Quand il y a un milieu de terrain qui est techniquement bon et physiquement bon. C'est rare de voir des milieux de terrain qui ont des qualités techniques, offensivement et défensivement, et qui sont capables de marquer. Aujourd'hui, c'est les profils les plus convoités en matière de football, des milieux de terrain, aisance technique, buteur et physique. Quand tu vois d'autres milieux de terrain, je prends l'exemple aujourd'hui sur Naby Keita, quand il a le ballon offensivement, il peut jouer. Luka Modric, offensivement, quand il a le ballon, il peut te créer la différence. Mais défensivement, il n'a pas assez de qualité. Mais ce garçon, il a ce profil. Donc, si il est là, il va jouer 2 rôles offensivement, il va apporter du soutien au niveau de la ligne offensive. Et quand il voit les attaquants sont plantés, il est capable de perforer une défense, casser les lignes, en même temps de marquer. Et défensivement, il est capable de revenir derrière, travailler au niveau des récupérations sans faire moins de fautes. Donc moi, je me dis aujourd'hui, Ancelotti, il a eu ce qu'il cherchait. Un leader. Il en a un leader maintenant qui est capable d'équilibrer le jeu et de stabiliser le jeu. Je pense qu'il est tranquille. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Le jeu du Real sur Bellingham. Est-ce que ce n'est pas trop risqué, Amadou? Oui, ce n'est pas trop risqué parce que là, on est au niveau du milieu de terrain. Quand ils ont le ballon offensivement, Bellingham, il a le temps de conserver le ballon, donner des passes au niveau des attaquants, soit des côtés
ou bien... Il y a plus expérimenté que lui, il y a Valverde par exemple. Oui, mais il y a plus expérimenté que lui. Toni Kroos, Modric. Oui, mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Je vous ai parlé de la jeunesse. Toni Kroos, il est bon, mais est-ce que Toni Kroos a le même volume de jeu que Bellingham aujourd'hui? Il ne peut pas se déplacer pendant 90 minutes avec le même rythme et les mêmes allures. Aujourd'hui, Bellingham, il est capable de sortir 90 minutes plus les temps additionnels avec le même volume de jeu. Il est tellement jeune, il a de l'énergie à fournir. Donc, quant à Toni Kroos, il peut travailler derrière le jeune. S'il est fatigué, il a des releurs qui vont venir, voilà, l'assister un peu au niveau du milieu de terrain. Beaucoup plus la jeunesse ou l'expérience en Ligue des Champions? Parce que là, c'est une autre compétition, Amadou. Mais c'est que vous n'avez pas oublié, il y a des jeunes venant de nulle part. Il y a des jeunes qui n'ont pas d'expérience, mais ils sont capables de nous faire sortir le grand jeu. Ce sont des joueurs comme Messi, à un certain moment, qui sont venus, paf, ils sont montés. C'est comme, comment dirais-je, le joueur français, dont le son m'échappe. C'est un cas sur 100, Amadou. Mais c'est des cas qui rares, c'est des cas qui sont rares, pardon, mais on a vu ces cas pareils, des jeunes joueurs qui vont venir en tant que jeunes, ils ont l'expérience, ils ont la maturité naturelle pour surpasser de certains niveaux, rapidement partir au niveau de haut niveau. C'est comme le cas de Mbappé, le nom me revient. Mbappé, il était dans cette formation monégasque qu'on a vu contre Man City en Ligue des Champions. Ça lui a fallu du temps pour s'imposer dans cette équipe. Mais pas tellement par rapport aux autres joueurs. Je sais que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, Bellingham vient d'un grand championnat, d'un grand club. Forcément, il a les b.a.-ba du football. Il est un peu mature. Il lui sait qu'il lui manquait, c'est un entraîneur qui va lui remettre en confiance, c'est un entraîneur qui va savoir comment l'utiliser, c'est un entraîneur qui va lui mettre dans un bon registre et dans un bon état d'esprit. Je pense qu'actuellement, moi je veux dire, le jeu de cette formation peut se focaliser sur Bellingham. Il est en train de nous montrer des preuves comparativement à Vinicius Junior qui est en train de se comporter très mal. Mais aujourd'hui, lui, voilà, il a de la maturité par rapport à Bellingham. Mais Bellingham, lui, il a compris qu'est-ce qu'il faut faire. Pour le moment, il est très bien parti. Plutôt la jeunesse ou l'expérience? Vous êtes d'accord avec Amadou? Bon, pas totalement. Hein. L'expérience, d'accord. Mais la jeunesse, je pense que les carrures sont maintenant finies dans les jambes. Entre ces deux bourreaux, les vieilles têtes de cette formation de Real Madrid. Encore une fois, je reviens sur votre question en disant que est-ce que le Real va tenir tête à d'autres grandes formations de l'Europe? Moi, je dirais que oui, c'est possible, mais à un moment, il faut limiter les ambitions parce que à force de mobiliser toutes les énergies, on risque de passer à côté. Quand on sait qu'il y a Man City, quand on sait qu'il y a le Bayern de Munich qui ont pour ambition de titiller l'Europe, de prendre, c'est-à-dire le Graal suprême de toutes les grandes formations européennes. Mais je pense que le début, il faut d'abord marquer assez de buts, il faut marquer ses empreintes avant de se remettre en confiance. C'est comme ça on devient un leader. Mais le Real, je m'excuse, le Real, même s'ils ont... Qui a été battu par l'Atlético Madrid, non, en championnat. Oui, ils ont été battus. Mais le Real, à un moment, ils ont une certaine valeur dans la compétition européenne. Je vais parler de la Ligue des Champions, s'il faut parler particulièrement sur ça. Certes, ils vont se concentrer sur le championnat et avoir la politique de jouer la Ligue des Champions. Et c'est là que le Real fait peur aux adversaires. Certes, on les trouve en phase de reconstruction, mais de l'autre côté, ils ont une politique, ils ont leur ADN qui est bien stable quand il s'agit de la Ligue des Champions. Là, si d'autres analystes sportifs n'arrivent pas à les comprendre, mais le Real Madrid va tout s'inscrire dans cette rationalité, être fidèle à ses valeurs. Là, il n'y a pas de souci. Mais, alors vous dites que le Real va jouer les premiers rôles de la Ligue des Champions. Maintenant, les éléments qui composent, c'est-à-dire les joueurs qui sont au sein, c'est ce que l'entraîneur doit travailler. C'est-à-dire, il voit que Luka Modric ou Toni Kroos, c'est des vieux maintenant dans cette formation. Il faut trouver les relèves, accueillir. Il faut confier les tâches lourdes pour pouvoir prendre leurs responsabilités et essayer de faire le rôle que faisaient d'ailleurs ces doyens. Je pense que c'est là que l'entraîneur Ancelotti doit beaucoup travailler pour maintenir le cap et pour maintenir et titiller les gros de l'Europe. Le Real a beaucoup souri lors de ce Classico. D'après Stade Foot, jamais dans l'histoire du Classico, le Real Madrid n'avait inscrit un but vainqueur dans le temps additionnel d'une seconde période pour lui permettre de s'imposer sur le terrain de son rival. Une sacrée performance pour les hommes de Carlo Ancelotti qui en ont profité pour faire coup double et prendre le large au classement sur leur adversaire Blaugrana. Amadou?
peut dire c'est XXL, hein, on gratte des statistiques de l'autre côté. Ouais, moi je ne suis pas surpris, hein, parce qu'on se rappelle en Ligue des Champions, c'est comme ça aussi, Ancelotti l'avait fait, on l'a vu à un certain moment lorsqu'il avait éliminé Man City, il a éliminé des grands clubs, ça restait juste quelques secondes de la fin de la rencontre, on a vu un grand Real de Madrid contre-attaque, 2 ou 3 passes, ils ont pu quand même planter un but. Donc moi je me dis c'est quelque chose qui a été travaillé par l'entraîneur, c'est pas du hasard, il a fait à maintes reprises. Je me dis, c'est du purement coaching. Hein. Il a mis quand même ses empreintes, il a mis ses schémas tactiques, il a mis une lecture de jeu qui peut lui permettre aujourd'hui de marquer des buts à n'importe quel moment. Ça peut être un système, parce qu'on les a vus en Ligue des Champions, à un certain moment, c'est comme ça, le Real, tu peux dominer le Real en première explication. En deuxième explication, tu vas battre le Real 2-0, ben, voilà, tu vas remettre en confiance tes supporters. Mais l'entraîneur, il est capable, en quelques minutes, de faire un schéma tactique, de revenir au score en même temps de gagner. Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, Benzema, on parlait de lui, c'était bon, mais on est en train de voir aujourd'hui les valeurs de cet entraîneur. Nous-mêmes, on disait ici, après le départ de Benzema, comment allait être le Real. Qui va marquer, qui va faire quoi et quoi. Il y en a qui veulent qu'il quitte. Hein. Ancelotti, ils veulent vraiment qu'il soit remplacé par un autre entraîneur. Oui, aujourd'hui, il amène un autre joueur qui est venu dans un club qui n'était même pas en confiance dans ce club. Ce n'est pas un enfant pharaon, Jude Bellingham. Voilà, est-ce qu'il peut faire l'affaire, tout ça? Tout le monde s'est focalisé. Aujourd'hui, le Real en a besoin d'un attaquant. Il amène le jeune joueur. En quelques journées, il a 10 buts au compteur, 4 buts du meilleur buteur d'Europe. Donc moi, je me dis, par ailleurs, quand on arrive à faire des investigations, à observer la philosophie de jeu, comment ils ont pu battre le Barça, comparativement à la Ligue des Champions, lorsqu'il y avait Benzema, c'est le même scénario qu'on est en train de voir. Est-ce que c'est dû à sa tactique ou à la forme du joueur, Amadou? Parce que là aussi, il faut se poser la question. Bon, moi, je me dis c'est purement tactique. Hein. Vous savez, Benzema, à un certain moment, c'était le joueur le plus critiqué dans cette formation du Real de Madrid. Zinedine Zidane est venu, il a remis le garçon en confiance, il a su lui placer et bien entourer ce joueur, il a pu créer la différence. Après le départ de Zinedine Zidane, Ancelotti est venu, c'est le même scénario qu'on a vu, il a mis Benzema dans un bon registre, il a été un buteur incontestable. Après le départ de Benzema, on voit un jeune joueur venant de nulle part, du Bayern de Munich, voilà, qui n'a pas pu créer la différence dans le championnat espagnol, qui vient en Espagne, qui a 10 buts au compteur, dans un bon registre. Tout le monde s'attendait, après le départ de Benzema, tout le monde s'attendait à Vinicius. Aujourd'hui, Vinicius a du mal même à retrouver ses repères. Mais voilà, il remet en confiance encore Bellingham. Pourquoi Bellingham n'a pas pu faire la même chose en Espagne? C'est une question qu'on doit se poser. Justement, en Allemagne. On va parler du Brésilien rapidement. On va partir avec vous, Diogo. Le racisme refait surface lors de ce classico. Des supporters catalans ont en effet crié des insultes racistes à l'encontre de Vini Junior, déjà ciblé la saison passée dans des stades de Liga. De singe a été entendu dans une vidéo relayée par Marca dans laquelle on voit également une banane lancée vers la pelouse. Des singes auraient scandé d'autres spectateurs. C'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout voir dans le monde du football. Bah, écoutez, Hassan, c'est regrettable le fait qu'on essaie de lancer des choses comme ça sur des joueurs tout simplement parce qu'ils ont une autre couleur de peau. Je pense que c'est regrettable pour ces supporters-là et ça n'est vraiment pas une surprise. On a vu à un moment donné avec Samuel Eto'o, avec Mario Balotelli en Italie. Moi, je pense que ça n'est vraiment pas une surprise, mais nous condamnons avec, n'est-ce pas, beaucoup plus de rigueur ces attitudes. De la part de ces supporters Blaugrana, je pense qu'ils doivent quand même grandir, ils doivent laisser ces comportements-là. Je pense qu'on ne doit pas viser quelqu'un à travers sa couleur de peau. On doit viser quelqu'un à travers, n'est-ce pas, sa valeur, ce qu'il apporte, ce qu'il peut donner face à une rencontre. Et je pense que tout ce qu'il pouvait faire, n'est-ce pas, c'est de crier, c'est de parler à leurs joueurs, de fournir l'effort. Mais je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur, cette équipe du Barça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne pourra absolument rien face à une équipe, n'est-ce pas, du Real Madrid, surtout à la tête, n'est-ce pas, Ancelotti, qui a vraiment donné un très très bon message lors de cette première période. On a vu, n'est-ce pas, les joueurs sont rentrés avec une décision ferme de remporter cette rencontre. Et en finalité, on a vu, n'est-ce pas, cette équipe du Real avec ses 3 points. Mais disons, si on revient sur cette actualité qui n'est pas du tout acceptable dans le football,
dans le milieu footballistique. Je pense que c'est regrettable pour ces supporters-là. La FIFA doit, n'est-ce pas, agir, n'est-ce pas, pour sanctionner ces gens-là et interdire totalement ces genres de choses qui sont vraiment ignobles et inacceptables. Alors, Passy, le racisme refait surface dans un classico. Vinicius, c'est la deuxième fois qu'il est victime de racisme. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir dans le monde du sport, pas simplement le football. Franchement, c'est déplorable parce que, vous voyez, chacun laisse son continent à travers ses ambitions, à travers sa passion. Il laisse son pays pour aller monnayer son talent dans un autre continent ou dans un autre pays. Et c'est vrai, ce n'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième. Énième fois les cris racistes également dans les stades. Pas seulement Vinicius, mais on a vu pas mal de joueurs, Diogo vient de le rappeler, qui ont été victimes à cette discrimination. Balotelli, Samuel Eto'o, mais on a plein de joueurs qui ont été victimes. Je pense que l'UEFA ou la FIFA, ils ne veulent pas vraiment finir avec cette... Pourtant, ils ont beaucoup lutté. Avec ce phénomène. Ils ont beaucoup lutté pour éradiquer ce phénomène. À chaque fois qu'il y a des cris racistes dans les stades, on en parle 1, 2, 3 jours, ils font des dispositions mais mesurées. Mais on n'a jamais entendu de sanctions venant de la FIFA ou de l'UEFA. C'est vrai, ils en parlent. C'est vrai, ils prennent des dispositions, mais sur la forme, mais pas sur le fond. Il faut aller au-delà des appels. Il faut aller au-delà des appels. Sanctionner les clubs, sanctionner les supporters. Et même, il faut comprendre que même à partir des équipes, que les coéquipiers qui... un de leurs a été victime d'un cri raciste ou qui a été dénigré complètement par un public, que toute l'équipe, avec tout son staff, prenne leurs responsabilités et dire ah bah, on est là, on est une équipe, on ne peut pas se voir humilié à travers un de nous. Et puis là, et nous, on quitte le terrain. 1, 2, 3 fois. Je pense que les formations ou les équipes qui vont s'inscrire dans cette dynamique vont vraiment réussir à bannir cette pratique, ce phénomène qui est en train de prendre en très mal le monde du football. Alors Mamadou, le racisme, rapidement, le racisme n'a pas sa place dans le football rapidement avant de quitter le Real Madrid et le Classico. Oui, ça n'a pas sa place dans le football. Mes confrères quand même l'ont réitéré, il y a eu ces cas répétitifs, on peut le dire ainsi, dans un cadre général. On a vu des gestes symboliques, ils ont fait des campagnes de sensibilisation, nos racismes et tout ça. Moi, je me dis, c'est peu. Il faut savoir leur sanctionner sévèrement. Je pense que si les sanctions sont sévères, ils vont essayer de trouver des solutions fiables et arrêter ces genres de gestes qui sont inhumains, qui sont, si vous me permettez l'expression quand même sauvage, on peut le dire ainsi. Ah ben c'est ça. Parce que moi, je me dis, ça n'a pas de sens. Le monde avance, on n'a plus besoin de dire que telle couleur de peau, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Le monde, il y a une question de métissage, le monde a avancé. Il faut qu'on avance maintenant. Moi, je me dis, ils sont en retard psychologiquement. Le monde, on n'a plus besoin de ça. C'est le football, il faut jouer sur le terrain. Alors, moi, je me dis aujourd'hui, dans un cadre général, c'est une manière de faire le match. C'est une manière peut-être de déstabiliser le joueur parce qu'ils sont conscients, ce garçon, quand il est en pleine forme, quand il joue dans un match, il est capable de créer la différence. Donc, ils vont se dire, ben, qu'est-ce qu'il faut pour... Mais parlez juste là, quand même, Amadou. Traiter quelqu'un de singe, oui, insulter, c'est compliqué tout ça. Je ne valide pas l'acte, je suis en train d'avancer des hypothèses. Moi, je me dis, peut-être, c'est une manière de le déstabiliser. Et c'est ça même, ils n'ont pas d'autre solution. Parce que, regardez aujourd'hui, lorsque, je me rappelle à un certain moment, en Coupe du Monde, les Français... On savait, Zidane était inarrêtable. Les Italiens ils se sont posés pas mal de questions avec les experts. Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter Zidane sur le terrain? Il n'y avait pas de solution. Si ce n'était pas de lui provoquer, ils ont su que Zidane, c'est un joueur qui s'énerve rapidement. Donc, la meilleure solution, quand tu provoques Zidane, il va réagir, il va être sanctionné. Et c'est ce qu'il a fait, le joueur italien. Il est venu, il a provoqué Zidane. Zidane, il est passé à côté. C'était une ouverture pour les Italiens de remporter cette Coupe du Monde. C'est une manière encore de jouer le football seulement. La manière, elle n'est pas bonne, elle n'est pas appréciable. C'est à la FIFA maintenant de prendre les responsabilités. Justement, on va parler maintenant de la surprise de la Liga qui est première en égalité de points, deuxième du monde. C'est en égalité de points avec le Real Madrid. 0, on a ouvert le 11e acte de la Liga par un succès, héritant ainsi provisoirement du leadership avant le Classico, Amadou. Ben oui, effectivement, quand même, c'est qu'il faut reconnaître, on n'est pas quand même surpris de ce joueur qui a marqué à la 90e minute. Nous, on avait pensé que cette rencontre était complètement terminée. Ils ont pas mal de potentialités, mais la question qu'on se pose à San Diallo sur ce plateau, est-ce que ça va être continuel à ce niveau et une performance? Mais ce qui reste clair quand même, on va essayer de voir
qu'est-ce que ça va donner en fin de saison. Mais on en a besoin dans un championnat, des clubs comme ça qui vont essayer de nous créer des problèmes. Quand je dis créer des problèmes, de nous mettre en suspense. C'est comme dans le championnat allemand. Aujourd'hui, on a vu Stuttgart qui est venu bousculer les géants. Ce qui va donner la beauté, ce qui va donner la valeur à un championnat. On en a forcément besoin. Le championnat espagnol, c'est seulement 2 clubs qu'on retient. C'est le Barça, c'est le Real. Les clubs comme Villarreal, on ne parle plus d'FC Séville, c'est des clubs qui ne sont pas en super fond. On a vu le classement provisoire. Atlético Madrid, ils ont quand même insisté à un certain moment, ils n'ont pas pu. Si on a des clubs comme ça qui sont capables de venir bousculer les autres avec des points en égalité avec les leaders, ça fait du bien. C'est ce qui va arranger le championnat. Ça va donner du plaisir à ceux qui aiment le football et ça va un peu attirer l'attention avec les fans de football pour partir en Espagne et nous mettre en suspense. Le football, nous, ce qu'on aime, c'est tout ce qui est suspense. S'il n'y a pas de suspense en matière de football, moi je me dis ça va être du cinéma. Et cette fois-ci, on n'a pas envie de voir du cinéma dans le championnat espagnol ou même quelqu'un qui ne connaît pas très bien le football est capable de faire un classement provisoire avant le championnat. C'est extrêmement important. Moi, je me dis, même s'ils ne vont pas être champions d'Espagne, mais peut-être ils vont passer par tous les moyens pour jouer au moins l'Europa League. Alors, on va filer en Angleterre juste après ce générique-là et on revient pour parler du derby mancunien. Sans grande surprise, Manchester City a remporté le derby face à United 3-0 dimanche à Old Trafford grâce à un doublé et une passe décisive d'Erling Haaland. Effectivement, en Saint-Gallo, la statistique fait mal. Erling Haaland affiche désormais le même total de buts avec 11 buts que Manchester United depuis le début de la saison, on peut le dire ainsi, grâce à ton stratosphérique. J'arrive, buteur norvégien, le champion d'Angleterre, cette fois-ci encore pourquoi pas d'Europe en titre, a aisément remporté le derby mancunien au programme de la 10e journée du championnat ce dimanche à Old Trafford sous le score de 3-0. La saison s'annonce longue et peut-être bien mauvaise pour cette formation des Red Devils. On va continuer sur cette lancée, on va voir qu'est-ce que Diogo pense de ce match-là. On va aller directement avec vous, Diogo. Manchester City, Manchester United et grand Erling Haaland. Bah, écoutez, on a vu Haaland exceptionnel. Vraiment permis à cette équipe de Manchester City de prendre l'espace de décider cette rencontre. Mais je pense que pour moi, ce n'est vraiment pas du tout une surprise. Si on revient un peu sur l'histoire, je pense que Man United quand même peut résister. Je pense qu'en Angleterre, il n'y a pas une petite équipe, il n'y a pas un petit club. Mais là, du coup, on a vu, n'est-ce pas, une équipe de Manchester City qui était très, très bien partie, qui a très, très bien débuté, surtout qui a vraiment dominé cette rencontre. Et à la tête de cette formation, on a notamment Pep Guardiola, qui, n'est-ce pas, à la tête de cette formation depuis des années, qui connaît très, très bien cette équipe, ce club, qui a pris l'année passée la Ligue des Champions, qui essaye, n'est-ce pas, de prendre ces différents championnats en Angleterre. Je pense que c'est ce qui vraiment a joué, et l'expérience surtout de Pep et Guardiola, n'est-ce pas, qui a permis à cette formation de Manchester City de prendre le dessus de cette rencontre. Maintenant, si on prend Haaland, je pense qu'aujourd'hui, un doublé d'Haaland sur un penalty, un but de l'Europe depuis le début de la saison. Je pense qu'il est à féliciter. C'est comme si on parlait de Sekou Guirassy, c'est comme si, n'est-ce pas, on parlait de Lewandowski. Je pense qu'il a très très bien débuté. Espérons qu'il va continuer dans ce sens. Et surtout en matière de Ligue des Champions, c'est là où moi j'attends beaucoup plus, n'est-ce pas, cette formation de Manchester City. Qu'est-ce qu'ils vont essayer cette année encore de nous proposer? Est-ce qu'ils vont doubler la Ligue des Champions? C'est ce qu'on verra avec, n'est-ce pas, les différentes rencontres de cette formation de Manchester City. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a déjà le Real Madrid, il y a beaucoup de clubs, il y a le Bayern Munich. Il y aura vraiment une grosse concurrence entre ces différentes formations. Et ça nous amène vraiment à nous régaler en tant qu'analyste sportif. Il a réussi à marquer doublé, une passe décisive. On va parler de ces doublés-là, un penalty et un autre but monstrueux. Oui, il est trop phénoménal. On sait qu'avec ses qualités physiques, ses gabarits, c'est un jeune attaquant qui fait peur déjà à plusieurs défenseurs, pas seulement à cette formation de Man United. Mais il faut comprendre que Erling Haaland est aussi
un des joueurs clés de cette formation, surtout de cet entraîneur Pep Guardiola, qui attendait plutôt que ce jeune réagisse dans cette rencontre, parce que c'est une rencontre aussi très alléchante, une rencontre vraiment considérée au sein de ce championnat de Premier League. Et vous avez compris, Erling Haaland a fait le break, il a été l'homme qui détenait la situation, il a été indéboulonnable également sur sa ligne, et puis il a pu marquer un but aussi spectaculaire, même si l'autre a été sur un coup de pied arrêté, et puis il a été passeur décisif. Moi, je pense que c'est ces qualités qui lui ont donné ses atouts, c'est ces qualités qui lui ont poussé jusqu'à ce niveau, face à une équipe qu'on appelle Man United, qui a, à un moment, eu les dictats de ce championnat, qui a eu des arguments à faire valoir de ce championnat, qui ont eu à un certain moment leur suprématie dans ce championnat. Et aujourd'hui, le derby, même si on sent l'inverse aujourd'hui entre City et United, je pense que c'est la logique. C'est parce que City, ça fait 2 ou 3 saisons, ils sont dans le haut du tableau de ce championnat, ou d'ailleurs même en Europe, et face à une formation qui, à un moment, qui a perdu son ADN. Je vais parler de Man United. Ah, justement, on va parler de Man United dans quelques secondes. Amadou, Haaland ne marque pas juste des buts, il donne aussi des passes. On a vu cette passe magnifique à la 80e minute pour Phil Foden, qui a marqué d'ailleurs le 3e but de Manchester City contre United. Eh bien oui, moi je ne suis pas quand même surpris avec les performances de ce garçon. Et puis cette saison, il a changé son système de jeu. À un certain moment, on a vu un joueur, Erling Haaland, en tant que finisseur. Quand il a le ballon, il essaie de créer la différence. Mais aujourd'hui, depuis le début du championnat, je suis en train de voir un autre Erling Haaland. C'est là de dire c'est quoi. Techniquement, il a des énormes qualités. Il participe au niveau des animations offensives. En même temps, il marque. C'est comme si... c'est ça même, il y a quelqu'un qui est autour de ce garçon qui est en train de donner quelques astuces de jeu. On est en train de sentir dans sa philosophie de jeu, il y a un changement, il y a des améliorations. Ce n'est plus ce Haaland qu'on voyait, il était là en tant que finisseur. Aujourd'hui, on voit un Haaland en même temps technique. C'est que souvent qu'il se lamentait, on disait que Haaland, il est en tant que finisseur. Aujourd'hui, il a changé de profil de jeu. Et puis, avec cette formation Citizen, il était obligé de gagner parce qu'actuellement, il occupe la 3e place avec 24 points. Et comparativement déjà au premier Tottenham qui n'a que 26 points, le deuxième c'est cette formation d'Arsenal. S'ils arrivaient à rater cette rencontre, ça allait être très caduque. Et puis aujourd'hui, ils ont le meilleur buteur du championnat avec 11 réalisations. Ils ont la meilleure défense. Ils n'ont encaissé que 7 buts. C'est franchement énorme. City trop fort et inarrêtable dans ce championnat. Bon, inarrêtable, c'est une question fondamentale, mais quand même, ils sont dans un bon lancer, ils sont dans un bon tempo, on peut le dire ainsi, un bon dynamisme. Moi, je pense qu'ils sont très bien partis. Mais on est en Angleterre, c'est ce que Diogo vient de dire, la concurrence, elle est très rude, il n'y a pas de constante. Les matchs ne se ressemblent pas, ce n'est pas la même chose, il n'y a pas de logique. On peut te prendre un club qui est en bas de tableau, qui est capable de partir battre un club qui est en haut du tableau. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'il y aura une suite logique? Mais moi, dans un cas général, j'étais très jaloux du fait qu'il a marqué et que c'est Guirassy, il est blessé. J'étais très jaloux. Alors, Diogo, voilà, comme il est trop jaloux, on va partir avec vous. En face, il y avait Manchester United qui n'a jamais parvenu à réagir, se créant très peu d'occasions. Manchester United continue sa descente dans les enfers. Bah écoutez, Manchester United, on a vu, n'est-ce pas, le début de la saison, on n'arrive vraiment pas à cerner cette équipe, ce club de Man United. De par le passé, on voyait, n'est-ce pas, une équipe de Manchester United qui faisait très très mal, qui jouait très très bien, qui avait vraiment des objectifs. C'est vrai qu'ils ont des objectifs aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils font quand ils entrent, n'est-ce pas, pour jouer ces différentes rencontres. Moi, je pense que nous sommes vraiment désolés de voir un club comme ça, à la trempe de Manchester United, n'est-ce pas, de descendre, de perdre beaucoup plus de points. Je pense que c'est vraiment regrettable. On ne peut, n'est-ce pas, que nous espérons qu'ils vont essayer d'arranger tout ça, parce qu'on se rappelle, à un moment donné, lorsque Wayne Rooney, lorsqu'il y a pas mal, on a eu une très très belle génération qui était dans cette formation, qui a permis, n'est-ce pas, aux supporters mancuniens, aux supporters de Manchester United n'est-ce pas, de faire pas mal de choses, de nous montrer beaucoup plus, n'est-ce pas, de choses. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très, très désolés pour cette équipe. Et depuis le début du championnat, on n'a pas vu vraiment une envie de cette équipe, n'est-ce pas, d'aller de l'avant.
On espère qu'ils vont essayer de rectifier ça parce que, n'est-ce pas, c'est le début du championnat, c'est le début de la saison. Est-ce qu'ils vont essayer de rectifier ça? Est-ce qu'ils vont essayer de tirer une conclusion par rapport à ces différentes défaites? Parce que, disons, si on ne fait que, n'est-ce pas, perdre face à des grosses équipes en Angleterre comme Manchester City, je pense qu'on ne pourrait vraiment pas espérer d'être champion. C'est vrai que c'est le début. Il peut y avoir, n'est-ce pas, deux surprises en matière de foot. On ne tire pas pour le moment des conclusions, mais disons, si on fait une observation sur le début de ce championnat, je pense que c'est regrettable, n'est-ce pas, pour cette formation de Manchester United. Espérons qu'ils vont essayer de corriger tout ça. Alors, Passy, Rashford a de nouveau été catastrophique et les doublures Anthony et Anthony Martial ont été lancés un peu trop tard à la 86e minute. Les pensionnaires d'Old Trafford en sont à 5 victoires et autant de défaites pour se morfondre déjà en 8e position à 9 points de son brillant voisin vêtu de bleu clair qu'on va aussi essayer de débriefer tout de suite, Chelsea. Oui. Alors, ce Manchester United-là, est-ce qu'il peut revenir au top de sa forme? Pas cette saison parce que je les vois trop loin sur la ligne qu'ils donnaient, en tout cas en avant-goût au début de saison. Je vais parler encore un peu plus en arrière. Mais sauf que l'entraîneur n'a pas pu trouver d'abord quelque chose qui peut vraiment aller avec les talents qu'il a sous la main dans cette formation. Parce que perdre même cette rencontre, je pense que c'était aussi un des derbys de cette compétition, de ce championnat de Première Ligue qui est aussi tant attendu par le monde du football de l'Angleterre. Et sur sa position défensive, on lui a posé la question. Je me rappelle d'une interview où il a dit qu'il a préféré Evans face au détriment de Varane. Parce que Varane, pour moi, il a vécu des gros matchs, il en a de l'expérience face à une formation citoyenne. Je pense qu'il peut faire valoir ses talents, il peut faire valoir les arguments dans la ligne défensive. Sauf que moi, je dirais que l'entraîneur, là, il a été... C'est vrai, il s'est défendu, mais là il a été vraiment fautif. Sur la configuration de cette équipe, est-ce qu'ils peuvent revenir? Ça devient encore un gros point d'interrogation. Ça taraude les esprits. Man United, qui sont en train de produire aujourd'hui dans la Première Ligue, et vous prenez l'ossature de cette formation dans les annales de l'histoire, ça ne donne pas lueur d'espoir. Alors, de l'autre côté, Liverpool, lui, gagne 3-0 contre Nottingham, Amadou, et se hissait avant le match, le derby entre Manchester United et Manchester City à la 3e place. Effectivement, à San Diallo, c'était ce dimanche après-midi, Liverpool qui recevait Nottingham Forest à l'occasion de la 10e journée de Premier League. Peu après la demi-heure de jeu, le Reds se trouvait la faille. Nunez était servi par Mohamed Salah, l'international égyptien, et frappait fort, une frappe fort, j'y arrive, croisée. Turner repoussait la tentative du Portugais, mais Jota avait bien servi pour ouvrir le score. À la 31e minute, quelques instants plus tard, Nunez faisait le break en marquant du gauche à bout portant sous la barre transversale. 2-0 pour cette formation de Liverpool. C'était à la 35e minute de jeu. Alors Diogo, Liverpool est en train de retrouver des sensations dans ce championnat-là. Et un homme est en train de monter en puissance. C'est Mohamed Salah, impliqué dans 12 buts en 10 matchs. C'est quand même incroyable, hein, Mohamed Salah, ce qu'il est en train de réussir cette saison dans ce championnat. Exactement, Hassan, c'est vraiment une grosse statistique de la part de ces garçons. International égyptien Mohamed Salah, il n'est pas présenté. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui est très, très technique, qui permet, n'est-ce pas, à cette équipe de Liverpool, n'est-ce pas, d'espérer d'aller de l'avant. Et si on voit aujourd'hui que Liverpool occupe, n'est-ce pas, la 4e place au niveau, n'est-ce pas, de la Premier League, c'est grâce notamment à ces joueurs-là. Mohamed Salah qui fait partir, qui permet, n'est-ce pas, à cette équipe d'apporter beaucoup plus de choses en matière de football. Est-ce qu'il est là, Diogo? Parce qu'il est parti. Alors, on va partir avec vous, Passy. Oui. Mohamed Salah, exceptionnel, c'est qu'il est en train de réussir. Liverpool remonte sur le podium et redescend après le derby mancunien. On sait que Liverpool peut se maintenir parmi ces 4-là. Oui, ils ont cette valeur, Liverpool, que nous aimons parler dans les annales de l'histoire. Liverpool qui a tant rêvé, Liverpool qui a tant animé ce championnat de Première Ligue. Et cette formation avait perdu ses valeurs à un moment donné. Mais au jour d'aujourd'hui, s'ils
retrouvent leurs automatismes et puis essayer de retrouver le haut du tableau et avec la plus belle des manières. Je pense que c'est assez important. De l'autre côté, l'Africain, l'Égyptien plutôt, qui... c'est un Africain aussi. Oui, c'est un Africain qui à un moment avait toute une jalousie dans ses nerfs face à un autre Africain de Sadio Mané, jusqu'à ce qu'il se retissait de faire sortir ses griffes positives pour pouvoir s'imposer dans cet effectif. À un moment, il a essayé de partir tout à fait à côté de la plaque. Mais au jour d'aujourd'hui, il est temps de profiter, je vais parler de Mo Salah, afin d'impacter en tout cas ce championnat et redevenir en tout cas l'un des chouchous comme il était à peine intégré dans cette formation. Mohamed Salah devait quitter en Liverpool, Amadou, mais il reste, il est en train de battre des records. C'est quand même hallucinant ce qu'il est en train de réussir à cet âge-là. Pourtant, il peut encore faire mieux selon AS. Ah, il peut faire mieux. Déjà, il a fait assez d'années dans ce club. Moi, je pense qu'il n'a pas assez de soucis. Seulement, à un certain moment, le club peut se planter parce qu'il y avait quelques postes là-bas. Ils en avaient forcément besoin de joueurs qui pouvaient jouer pas mal de rôles. Vous savez, l'entraîneur Jürgen Klopp, il savait qu'offensivement, il a des garçons qui sont capables de créer la différence. Jürgen Klopp. C'est Jürgen Klopp. Jürgen Klopp qui est l'entraîneur de Liverpool. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Au niveau du milieu de terrain, ils en avaient besoin, quelqu'un qui allait stabiliser. Il a appelé Naby Keita en provenance de Leipzig qui était en super forme, mais avec les pépins physiques qui n'étaient pas constants. Quand il joue un match, il te crée la différence. Voilà, le second match, il passe à côté. Il a pensé à Thiago Alcantara qui n'avait pas le profil du championnat anglais. Mais ce joueur, Jota, tout le monde se disait, mais pourquoi il préfère Jota par rapport à Naby Keita? Mais lui, il a compris, ce garçon, il est franchement très percutant et très remuant. Il joue en football box-to-box, il progresse. Et Mohamed Salah en avait besoin forcément d'un milieu de terrain qui allait lui donner le ballon au niveau des couloirs. Et quelqu'un d'autre comme Nunez de l'autre côté qui allait partir en profondeur. Nunez, au début, quand il est venu, il avait du mal à se retrouver. Donc moi, je me dis, dans un cadre général, les joueurs qui étaient venus dans cette formation de Liverpool, ils se sont retrouvés. Ils ont retrouvé leur ADN, ils ont retrouvé leur repère. Et l'entraîneur, maintenant, lui aussi, il a mis en place un système dont Liverpool avait déjà l'habitude de jouer. Des matchs, je me dis cette fois-ci que Jürgen Klopp ne s'est pas trompé de cible. Le milieu de terrain est maintenant constant, le milieu de terrain est stable. C'est ce qui manquait à cette formation de Liverpool. Parce que si vous vous souvenez, Liverpool, quand ils ont le ballon, ils sont capables de marquer. Mais au niveau du milieu de terrain, il y avait trop de fluidité. On prend un Naby Keita, on lui fait jouer en tant que milieu 6. Physiquement, il n'est pas bon. Thiago Alcantara, lui, c'est quand il a le ballon, il joue. Donc, il y avait assez d'espace au milieu de terrain. Il fallait percer le milieu. Et cette défense, elle était exposée. Ce n'est pas un club qui nous rassurait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au niveau des postes, ce club est complètement équilibré. Et devant, Mohamed Salah, il est très fort et très rapide. Il avait l'habitude de le faire. À un certain moment, il s'est juste planté. Et je pense que la concurrence, elle est très bien partie. Même si, de l'autre côté, il a un concurrent sérieux qui est Alan aussi, qui commence à se retrouver. Ça met du peps dans le championnat. Ça va un peu donner assez d'envie à regarder le championnat anglais. Mais vous imaginez, à un certain moment, c'est seulement pas mal de clubs qui étaient en super forme, mais on attend de voir. Maintenant, on va parler d'une autre déception dans ce championnat anglais. C'est Chelsea. Après 4 matchs sans défaite, toute compétition confondue, Chelsea est retombé dans ses travers. Ce samedi, les Blues ont perdu chez eux face à Brentford 2-0, 10e journée de Premier League, Amadou. Ben oui, effectivement, avec cette formation, il faut essayer de le reconnaître avec plus de patience. Donc, Anglais n'est donc toujours pas guéri, auteur d'un début de saison calamiteux, on peut le dire ainsi. Chelsea semblait avoir enfin trouvé le remède à ses errances. Invaincus depuis le 27 septembre dernier, les hommes de Mauricio Pochettino restaient sur 3 victoires en nul, toutes compétitions confondues. Mais ce samedi, à l'occasion de la réception de cette formation de Brentford, les Londoniens ont à nouveau calé 2-0 à la 10e journée de ce championnat anglais. Alors Diogo, j'espère que vous êtes avec nous. Oui, je suis là, Hassan. Alors, Chelsea, comme Manchester United, continue sa chute. Est-ce que c'est une bonne chose pour le football anglais parce qu'on est en train de perdre des monuments là, Chelsea, Manchester United? Moi, je pense que ce n'est pas une très très bonne nouvelle pour nous en tant qu'analystes sportifs de voir ces clubs-là, n'est-ce pas, qui continuent à descendre, à pas vraiment apporter c'est ce qu'on attendait. Mais disons que, Hassan, je pense qu'il ne faut pas qu'on essaye de se précipiter. C'est le début de ce championnat.
ils vont avoir, n'est-ce pas, l'occasion, ils vont avoir, n'est-ce pas, le temps et prendre le temps nécessaire, je voulais dire, pour pouvoir rectifier tout ça, parce que ce sont des grands clubs. Et je pense qu'il y a des dirigeants quand même au sein de ces clubs-là qui peuvent, n'est-ce pas, approfondir la réflexion pour, n'est-ce pas, permettre de corriger tout. Chelsea ne doit pas perdre contre Brentford, Passy. Franchement, mais c'était prévisible quand on est analyste sportif et qu'on avait senti le départ d'un entraîneur qui a tout donné à ce club, une Ligue des Champions, qui a rêvé ce club en haut de la crème de la Première Ligue. C'est là le problème ou bien c'est le départ d'Abramovich, le Russe, l'ex-propriétaire de Chelsea? Moi, je dirais que c'est l'entraîneur, je parle de Thomas Tuchel, qui avait bien amorcé un projet sportif qui partait en tout cas avec une vive allure, avec une vitesse supérieure. De l'investisseur majeur qui était là depuis quelques années. Mais il y avait de l'argent, mais vu qu'ils ont libéré quelqu'un qui avait tout un projet, une politique qui fonctionnait très bien. Le projet, c'est le président du club, je crois. Oui, mais le président ne fait que financer sur le projet, mais c'est l'entraîneur qui exécutait tout ce qui marchait parce que c'est lui qui ciblait les joueurs et puis faire fonctionner le système. De l'autre côté, ici, cet entraîneur est parti et que ce club se retrouve dans les enfers, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Un investissement gigantesque, Amadou, beaucoup de millions de livres sterling. On se retrouve à ça, on se retrouve peut-être très très mal côté défense, qui n'arrive pas à marquer des buts. On peut espérer que ce Chelsea-là va se réveiller rapidement. Ouais, ça va être très compliqué parce que déjà, ils n'ont pas une très bonne politique sportive. La politique sportive, c'est quoi? C'est la constance de quelques joueurs clés. On a constaté aujourd'hui dans ce club des Blues de Chelsea, il n'y a pas de constance, il y a trop de départs, on ne comprend pas. Et les entraîneurs qui bougent, les joueurs qui ne sont pas constants. Pour le moment, ils sont complètement perdus, on peut le dire ainsi. Ils ne sont pas retrouvés parce qu'actuellement, ils se trouvent dans une position qui n'est pas du tout confortable, une position nonchalante. Vous imaginez, je crois, effectivement, ils sont 10e, ils sont 11e. Hein, on est à la 10e journée, 11e. Ils sont qu'à 14 points du leader. L'écart est énorme, moi je me dis. Peut-être cette fois-ci, ils vont jouer pour le maintien, pourquoi pas l'Europa League, même si je m'aventure dans des idées qui sont précoces, il y a cette journée qui reste. Mais si vous voyez les clubs qui sont en haut du tableau, ils sont en train de filer, franchement, comme des étoiles, on peut le dire ainsi. La concurrence, elle va être très rude. Mais honnêtement, Chelsea est complètement perturbé, Hassan vient de le dire, même s'ils ont les moyens. Mais on ne comprend pas réellement qu'est-ce qui se passe dans ce club. Qui dirige ce club? Voilà, un gros budget. Mais qui dirige ce club? Est-ce que c'est des connaisseurs de football? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une question d'intérêt? Mais souvent, en matière de foot, quand on a l'argent et que ça ne donne pas des bons résultats, c'est du mauvais casting, on peut le dire ainsi. Quand on arrive à faire du mauvais casting, forcément, on va passer à côté parce qu'actuellement, il y a des bons attaquants. Il y a le Guinéen Guirassy, il y a le joueur nigérian qui joue dans le championnat, comment dirais-je, le championnat allemand. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont en train d'exploser. Chelsea domine, mais n'arrive pas à mettre des buts. Voilà, il y a un véritable problème de cette équipe. Voilà, à un certain moment, on a vu Lewandowski qui était lâché par son club, courtisé par pas mal de clubs, mais on se pose la question pourquoi il n'arrive pas à recruter des joueurs. Il faut revoir l'institution, il faut revoir la politique, il faut revoir tout ce qui est projet de jeu parce que ce n'est pas le seul club qui a connu des problèmes. Liverpool que nous sommes en train de parler, mais ça a pioché dedans. Mais ils ont été sereins. Aussi, hein. Oui, ils ont été sereins. Ils n'ont pas limogé d'abord l'entraîneur Jean-Claude. Ils ont respecté tout ce qu'il a proposé. Et puis voilà, aujourd'hui, ils sont en train de retrouver les automatismes. Mais attention, avant Jürgen Klopp, il y a des entraîneurs qui sont succédés du moins dans cette équipe de Liverpool. Mais Jürgen Klopp, lui, il a la Ligue des Champions. Tout à fait, avec le même club. Avec le même club. Voilà. Mais avec lui, au moins, Jürgen Klopp, vous pouvez comprendre, on peut lui laisser... Qui était magnifique avec Dortmund. Oui, avec Thomas Tuchel, Chelsea allait lui laisser la chance d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut vraiment de ce club. Mais ils ont trop précipité les ambitions et précipité aussi l'entraîneur. Peut-être penser à celui qui peut les faire rêver et piocher ça dans... Torel qui a quitté le Paris Saint-Germain, même année, il remporte la Ligue des Champions. L'année suivante, il remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Après une année, on pensait qu'il allait continuer, mais en tout cas, Chelsea se débarrasse de lui. Mais est-ce que c'est ça aussi le problème? Il n'y a pas un autre problème autour de ça? Il y a le souci d'Abramovich quand il est là. Et quand il était là, il y avait une institution qu'il a réussi à installer dans cette entreprise-là. Mais on ne retrouve plus cette équipe de Chelsea. Ouais, c'est que les gens n'ont pas compris dans un cadre général. En matière de football, ce n'est pas seulement l'entraîneur qu'on voit. Il y a un directeur sportif, il y a pas mal de personnes, il y a le directeur technique,
il y a le team manager, il y a celui qui est chargé au niveau de recrutement. S'ils ne travaillent pas en symbiose, ça va être très compliqué. Même s'ils ne vont pas nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement en profondeur dans cette formation, mais en voyant la configuration de cette formation avec le bilan, les résultats et ce que Chelsea est en train de nous donner cette saison, on sent que forcément, il y a des couacs qui sont en train de se passer à l'intérieur de ce club qui ne dit pas son nom, qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Mais au fur et à mesure que Chelsea évolue, on va savoir. On ne le sait pas. Si Chelsea joue en bas du tableau dans la zone rouge, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on ne le souhaite pas. Ils ont assez de temps, mais à l'allure où vont les choses, Chelsea est en pleine difficulté. Alors, on va filer en France. On n'aura que 5 minutes, Amadou Passy et Diogo, pour parler de la Ligue 1 française. Juste après ce générique, on revient rapidement derrière. Le bus de l'OL a été attaqué sur le chemin du stade Vélodrome dimanche soir et Fabio Grosso, l'entraîneur des Gonds, a été blessé du visage, Amadou. Eh bien oui, effectivement, San Diallo, c'était un grand derby dans ce championnat de France, même si actuellement l'Olympique lyonnais n'est pas en super forme. Il faut retenir que l'Olympique de Marseille aussi la même chose. Ces deux formations devraient se confronter ce dimanche soir en Ligue 1 en début, mais bien mal sur le chemin du stade de Vélodrome. Le bus du club rhodonien a été ciblé, a été la cible, on peut le dire ainsi, des supporters marseillais. Et cette fois-ci encore, ils ont été victimes de caessage. Guy n'est pas encore anodin. Fabio Grosso en était encore blessé au niveau de la tête. Ouais, bien sûr, Fabio Grosso allongé sur un brancard, comme vous le voyez sur ces images, blessé à la tête et à la main, gauche complètement en sang. C'est l'image assez terrible de ce dimanche soir qui fait plonger la Ligue 1 dans une sombre journée. Le bus de l'OL a en effet été caillassé sur le chemin du stade Vélodrome avant l'Olympico. Au programme de la 10e journée, 2 pavés ont notamment été lancés sur le bus aux couleurs de l'Olympique lyonnais et 2 vitres du véhicule ont explosé. Ces éclats de verre ont ainsi touché l'entraîneur italien ainsi que son adjoint principal, Raphaël Longo, tous deux à la tête. L'image de Grosso en train d'être soignée, publiée par les médias olympiques et lyonnais, est terrifiante. On ne joue plus après 1 heure d'atermoiement et une réunion de crise organisée par les officiels de la Ligue de football professionnel en présence des dirigeants des 2 clubs concernés. La décision de l'annulation du match de clôture de la 10e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL a été prise. Est-ce que ce match devait être annulé? Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas jouer dans les incidents, on ne peut pas jouer avec ces trucs-là qui se passent. Mais il faut comprendre, il faudrait que les responsables ou la Fédération française de football prennent vraiment leurs responsabilités, tous ces décideurs qui sont là. Et puis les responsables au niveau de la Ligue professionnelle, côté français, prennent vraiment leurs responsabilités et essayer de remédier à ces problèmes en répétition, à ces incidents en répétition. Dans le même mois, si j'ai bonne mémoire, Clermont et Montpellier, il y a eu des jets de projectiles. Et puis, ça a fallu interrompre le match. Et ce qui s'est passé. Mais tenez-vous prêts. Si on vous dit que vous venez jouer à Vélodrome, mais c'est toute une pensée qui va arrimer dans vos têtes. Est-ce que les Marseillais vont aussi nous accepter? Voilà. Et puis, là où ils craignaient, c'est là le problème. Et alors, nous sommes dans cette situation qui va encore rendre plus difficile la Ligue 1. 2 entraîneurs italiens, on a Grosso pour l'Olympique lyonnais, on a aussi Gattuso pour l'Olympique de Marseille. 2 entraîneurs qui se connaissent très bien, qui ont d'ailleurs remporté ensemble la Coupe du Monde en 2006 à Madou. Ouais. On n'aime pas voir tout ça dans le football, comme le racisme en Espagne. C'est aussi quelque chose qui nuit le sport en général. Oui, effectivement, ce sont des images horribles et sensibles qu'on n'a pas envie de voir en matière de football. Mais ce qui reste clair, l'histoire là ne date pas d'aujourd'hui entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. On connaît déjà les comportements déjà des Marseillais, même si ce n'est pas seulement dans le stade de Vélodrome, dans un cadre général, dans la ville de Marseille, l'État français a du mal, franchement, à maîtriser, en même temps cerner la population de la ville de Marseille, qui est quand même peuplée
dans la majeure partie par des Maghrébiens qui sont un peu, voilà, ils vont m'excuser. Une population désertée, quoi. Voilà, ils sont très difficiles à gérer. On a vu même les clubs au Maghreb, c'est un peu compliqué avec le Raja et tout ça. Le Wydad dit, bon, il faut quand même renforcer la sécurité. La situation, elle est quand même perplexe et assez complexe. Je pense que la meilleure façon, c'est de sanctionner ce stade de Vélodrome en même temps, le club et tout ça, pourquoi pas les supporters jouer les matchs à huis clos. Mais c'est comme ça aujourd'hui, le football, on a vu entre Galatasaray et Fenerbahçe, c'était quand même autre chose en Égypte, là où il y a eu des cas de mort, c'est un peu compliqué, ça fait partie du football, mais nous, c'est qu'on ne souhaite pas de voir, et puis on ne va pas encourager ces genres de choses. Il faut que l'Olympique de Marseille arrive à arrêter ces genres de comportements qui ne sont pas quand même bons pour le football. Le football aujourd'hui, c'est de faire peur, on a envie de voir, on a envie de prendre du plaisir, on a envie de voir du beau football, surtout ces deux clubs qui ne sont pas dans des positions quand même appréciables. L'Olympique lyonnais en bas de tableau, l'Olympique de Marseille qui ne donne pas satisfaction dans les compétitions européennes. Ils devraient se remettre en cause et nous donner du spectacle, ce qui va valoriser le football français, pourquoi pas le football mondial. Ben, ce qui reste clair quand même, c'est pas appréciable, mais c'est des habitués. Je ne suis pas surpris, c'est Marseille. Le temps imparti accordé à l'émission est terminé. Nous allons maintenant filer dans la rubrique carton. Après, on revient, on va donner chacun notre carton. On va continuer en cette émission parce qu'on n'est pas vers la fin, on est à la fin, Amadou. Votre carton pour clôturer en cette émission? Cette fois-ci, moi j'ai un carton vert. Hein. J'ai un carton vert forcément avec ce joueur Mohamed Lamine Ouattara qui est en super forme. Vous imaginez, il a 11 buts en 10 matchs. Je pense que c'est la folie. Il a marqué autant de buts quand même. Il est en train de monter en puissance, Mohamed Lamine Ouattara. Et l'eau, on l'a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée qui avait fait des efforts, mais lui, il a su quand même se surpasser. Malgré son âge, il est en train de prendre du plaisir dans le football, Mohamed Lamine Ouattara. Même si en équipe nationale, voilà, c'est autre chose. Il a affaire avec des attaquants costauds. Et aussi, j'ai un carton vert à ce joueur Bayo, qui est venu en super forme. Bayo qui a retrouvé maintenant ses repères. Il a marqué un but sans plus. Ça me donne quelques offres de soulagement. Nous sommes à quelques microns de la CAN et je souhaite prendre rétablissement à Serhou Guirassy qui doit bientôt reprendre les entraînements d'ici demain ou après-demain. Ouattara qui joue dans un club arménien. C'est le deuxième joueur le plus prolifique après, bien sûr, El Phénoméno, on peut l'appeler comme ça, c'est Serhou Guirassy. Rapidement, votre carton. Moi, j'ai un carton rouge aux supporters catalans ou d'ailleurs à l'ensemble des supporters du championnat de la Liga face à ces cris racistes aux joueurs qui sont en train de voler dans ce championnat. Moi, je donne un carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. J'oublie pas aussi un autre carton vert adressé directement à mon réalisateur, bien sûr, Michel Ouamouno, un supporter du Real Madrid. J'oublie pas, de l'autre côté, Baba, qui n'est pas supporter d'un club, il n'aime pas le football, mais on est ensemble. Merci de m'avoir aidé à conduire cette émission jusqu'à la fin. Merci aux millions de téléspectateurs, d'internautes qui nous suivent à travers notre page Facebook Kavi Média. On se retrouve jeudi dans World Sport.